Nous avons une ambition en 45 minutes, c'est de vous sensibiliser au RGPD, c'est-à-dire au Règlement général de protection des données à caractère personnel. J'insisterai souvent sur données à caractère personnel plutôt que données personnelles, parce que c'est l'usage qu'on fait de ces datas qui les rend sensibles ou pas. Vous avez participé, je ne sais pas pour combien d'entre vous, au sondage rapide proposé en entrée. L'ambition de cette sensibilisation, c'est qu'on puisse amener le plus grand nombre d'entre vous, 100% serait magique, à un niveau de 3, c'est-à-dire de savoir quels sont les impacts et ce qu'il y a dedans pour vous et la façon dont ça peut avoir un retentissement dans votre vie personnelle et professionnelle. Je suis un directeur associé dans un cabinet de conseil, une petite structure dans le centre de Paris. Nous travaillons sur des missions très courtes d'expertise, en audit, en pilotage de processus, et vous trouverez dans le monde du RGPD des gens qui viennent du juridique, comme des avocats, ou des gens qui viennent de l'IT, du système d'information. Nous avons la chance, nous, de pouvoir réunir l'ensemble de ces compétences, de ces expertises, et d'y ajouter des dimensions très processorales, très métiers. C'est aussi pour moi ce webinaire une expérience nouvelle. J'ai l'habitude de faire des conférences ou des formations ou des sensibilisations, mais d'avoir une réaction directe de mon public et en conséquence de pouvoir aménager aussi, marquer des pauses, etc. Nous nous servirons donc du chat ou des questions de tout à l'heure pour améliorer cet échange. Quelques mots sur Infotep. Petit cabinet de conseil, donc une vingtaine de consultants actifs. En 5 mots, RGPD est dans notre ADN. Je crois que j'ai respecté ma promesse parce que il y a dedans des dimensions éthiques, des dimensions de bonne pratique, des dimensions de protection patrimoniale sur lesquelles nous travaillons depuis notre création il y a 12 ans. Et ce patrimoine, c'est un patrimoine de données de l'entreprise, des données personnelles, des données euh, aussi qui touchent à des éléments d'innovation, de brevets, etc. C'est, en termes de patrimoine, le patrimoine humain et les ressources humaines de l'entreprise, de même que ses ressources financières. Nous sommes donc un petit groupe d'experts et on trouve dans RGPD une façon aussi d'adresser donc complètement, le plus complètement possible, la protection des données, du patrimoine informationnel de l'entreprise. Pour vous donner un ordre de grandeur de cette valeur, si vous ne l'avez pas en tête, on peut se servir de la vente de WhatsApp à Facebook. Chacun des contacts de WhatsApp est valorisé ou a été valorisé dans cette vente à 30 $, c'est-à-dire 26 € à peu près. Donc nous valons en tant que contact aux yeux et au porte-monnaie de Facebook 26 $ pour chacun d'entre nous. Ça nous intéresse de le protéger. Nous avons mis en place une démarche dont l'une des premières étapes est en général justement cet aspect de sensibilisation au RGPD. RGPD, c'est un règlement, c'est-à-dire qu'il est immédiatement applicable. En fait, il a été mis en application déjà en 2016 et il va entrer en vigueur le 25 mai 2018. C'est une date clé que vous entendez peut-être rabâcher et je vais m'en servir moi aussi dans cette présentation comme d'un jalon, un jalon important parce qu'il y aura un avant et un après, mais tout ne sera pas joué le 25 mai. Je vais y revenir. Nous devrions être concernés par nos données personnelles depuis 1978. On dirait en 1978, essayez d'imaginer pour ceux qui étaient nés et qui utilisaient déjà un ordinateur, quelle était la taille de cet ordinateur, s'il existait. C'est la date de création de la CNIL. Ce qui va surtout se passer, c'est que cette loi de 78, Informatique et Liberté, va être profondément remaniée en 2004, suite
à la directive européenne, et la directive, ça nécessite d'être transposé dans le droit national. Nous, on a juste mis à notre habitude presque 9 ans pour le faire, cette fois en prenant en compte des évolutions technologiques. Je ne sais pas où vous étiez cette fois en 95, si on fait un peu de rétro. Moi, en 95, j'étais à la Commission européenne et pour la première fois, je découvrais ce qu'était Internet. Donc, on a vraiment cette articulation et le boom, le développement exponentiel date de ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer avec notre loi de 78 modifiée? Il y a un renforcement des pouvoirs a posteriori de la CNIL et la création de la fonction de correspondant informatique et liberté. Je ne sais pas si vous avez des correspondants informatiques et liberté dans les structures qui sont les vôtres. Vous aurez peut-être l'occasion de nous le dire. Dans ce cadre juridique, la CNIL s'est dotée d'un certain nombre de missions et c'est toujours aujourd'hui la CNIL et après le 25 mai, la CNIL qui sera notre autorité de contrôle. Elle a pour objectif de recenser les traitements, tous les traitements que vous pouvez opérer au sein de vos organisations et de vos associations. Et quand on parle de traitement, on parle du fait de mettre en jeu un processus métier, c'est-à-dire quelque chose qui a une finalité, qui a un début, qui a une fin, qui a un résultat, que ce processus soit entièrement automatisé ou qu'il soit sur un support papier ou sur un échange de mails auquel on attache un fichier Excel. Et vous aurez compris donc que quand on va chercher à investiguer tous les traitements qui utilisent des données à caractère personnel, on va s'intéresser à tous les échanges de messages, quel qu'en soit le médium. Le but du jeu de la CNIL aussi, c'est pas seulement d'être un père fouettard, mais aussi d'être un conseiller. C'est de pouvoir réglementer et notamment de pouvoir porter la parole des bonnes pratiques françaises au sein d'une dimension plus importante. Et quand on parle de règlement européen, on voit bien qu'on est en train de travailler avec l'ensemble des pays d'Europe et on continuera même à travailler avec la Grande-Bretagne après sa sortie du Brexit. Elle s'est engagée à continuer à appliquer les dispositions du RGPD. Elle a un rôle de contrôle, elle a un rôle de sanction, et puis elle a aussi la fonction de garantir le droit d'accès indirect au traitement intéressant, la sûreté de l'État, et on va voir que dans les 7 dimensions principes de légitimité d'un traitement, eh bien, il y a le fait qu'on puisse, pour des raisons de sûreté nationale, être amené à diffuser de l'information ou des données à caractère personnel. Nous sommes bientôt en 2018 et le 25 mai 2018 marque la bascule dans la mise en vigueur de ce nouveau règlement. Très curieusement, le 25 mai est un vendredi. J'ignore pourquoi, mais possiblement donc, dès le 28 mai, la CNIL peut être à la porte de toutes les associations, de toutes les entreprises, de toutes les collectivités, de toutes les universités en France, au nom de ce règlement. Okay. Ce que nous mettons, nous, en exergue, c'est que certainement c'est un jalon à considérer, que c'est un projet, que de se mettre en conformité, et comme dans tout projet, on doit être capable de fonder ce projet en termes de ressources humaines, financières, de faire donc, de constituer des équipes permettant de déployer les actions nécessaires à cette mise en conformité. Pour cela, la CNIL a produit un certain nombre d'exigences. Aujourd'hui, il y a un référentiel de la CNIL qui comporte 26 exigences qui sont elles aussi mesurées de 1 à 5. C'est pour ça qu'on a introduit aussi cette première mesure tout à l'heure. Et l'objectif de la CNIL à l'horizon, nous allons le préciser, est que sur ces 26 exigences, tous les organismes soient à un niveau de 4, c'est-à-dire qu'ils aient complètement intégré les dimensions du RGPD, qu'il ait mis en œuvre et qu'ils soient capables de le démontrer.
On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui changent sur cette démonstration, sur le fait d'amener la preuve, d'être capable quand même dans un audit de montrer le résultat et de prouver ce résultat. Juste une idée de qui sera prêt au moment du 25 mai. Nous faisons partie d'une association française des correspondants protection des données à caractère personnel, qui comprend sans doute un peu plus de 700 entreprises, associations, collectivités à ce jour. Et on a fait un sondage avec eux au premier trimestre de cette année qui laissait apparaître que dans les déclarations, donc c'est auto-déclaratif, 19% des entreprises seraient prêtes le 25 mai, au sens où l'entend la CNIL. Ce sondage a été complété par un sondage du Gartner, donc plutôt la vision système d'information, cette fois en se plaçant à la fin de l'année 2018 et en interrogeant toutes les entreprises européennes. À cette échéance, 40% des entreprises, associations, universités, collectivités territoriales, se déclarent comme pouvant être prêtes au 31 décembre 2018. On voit donc qu'on est sur un projet et qu'on va donc se mettre en route et devoir prouver qu'on fait les efforts nécessaires et qu'on vérifie que ces efforts portent leurs fruits dans une dimension de projet qui pourrait possiblement, en tout cas dans les expériences que nous avons, atteindre 12 mois, voire 18 mois, voire un tout petit peu plus dans les très grandes structures. Voilà pour ce qu'il en est de cette date fatidique, de savoir donc lui donner toute l'importance qu'elle a, mais pas plus que l'importance qu'elle doit avoir. Qui est concerné? Nous travaillons avec des associations, excusez-moi, je vais un peu vite. Nous travaillons avec des associations et la première question des associations est de dire mais est-ce que nous sommes concernés? Oui, vous êtes concernés dès lors que vous manipulez, vous traitez des données à caractère personnel. Dès lors que vous traitez des données à caractère personnel sensibles. La différence entre les deux, le nom, le prénom, ce sont des données à caractère personnel. Le NIR, ce numéro d'identification, est une donnée personnelle. Vos préférences nutritionnelles sont une donnée sensible. Le fait que vous ayez des préférences politiques, c'est une donnée sensible. Donc, que ce soit dans notre vie quotidienne ou à titre personnel ou à titre professionnel, nous sommes touchés par cette loi-là. Et on verra que, avec un peu de chance, vous êtes certainement dans un cadre où vous commencez à prendre conscience, au-delà de la valeur monétaire, les 26 € de tout à l'heure, au-delà donc de cette valeur monétaire, la valeur que peuvent avoir des données qui vous sont personnelles. Vous avez peut-être rien à cacher, c'est en général ce qu'on nous rétorque. En revanche, on sait une chose, c'est que quand on construit son expérience, quand on est dans une phase d'apprentissage, la meilleure façon de le faire, c'est en général de faire les choses, d'échouer un peu, de recommencer en faisant mieux, etc. Et pendant toute cette phase d'apprentissage, on n'a pas nécessairement envie de laisser apparaître toutes les erreurs qu'on a pu commettre et on a envie d'un peu d'intimité autour de cet ensemble. C'est ce qui nous pousse à garder des choses pour nous, notre jardin secret en quelque sorte. Et ça, c'est vrai pour tout ce qui va être à destination de votre usage ou de l'usage que font les entreprises de vos données. C'est-à-dire que dès que vous dispersez une donnée qui est à caractère personnel dans l'univers, vous vous mettez en quelque sorte, possiblement, en défaut dans un des principes qui va devenir fondamental, qui est le fait d'avoir donné votre consentement à cette diffusion. Il existe des outils, un outil notamment, un Lightbeam ce navigateur libre sur Firefox, qui permet de voir quand on touche ou qu'on ouvre la page web d'un site, quels sont les sites qui reçoivent instantanément l'information que vous venez de visiter ce site avec telle ou telle question.
vous pourrez faire, si vous en avez l'envie, l'expérience avec le site de l'équipe, qui je cite souvent comme assez remarquable. Le simple fait de rentrer sur le site de l'équipe fait que 50 autres sites sont immédiatement informés du fait que vous soyez rentré en cherchant telle ou telle information, tel résultat de match, etc. Je peux vous assurer qu'à titre personnel, je n'ai jamais donné l'autorisation à l'équipe de diffuser aussi largement une information concernant mes recherches en matière de sport. Et ce que je dis en matière de sport est finalement très, très light. Donc, on a conscience que nous sommes tous concernés dès lors que nous utilisons dans quelque traitement que ce soit des informations à caractère personnel. Ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire qu'on va chercher à anonymiser notre comportement sur le web, la façon dont on échange des informations, ou l'anonymiser, ou la chiffrer. On verra que c'est l'une des pistes qui existent et qui sont données par la réglementation. Pourquoi est-ce important? Comme toute réglementation, c'est souvent vu comme une contrainte. C'est une obligation. Nous sommes dans l'extension de la loi informatique et liberté dont on a parlé tout à l'heure. Par expérience, il y a deux façons de se comporter devant une telle exigence, ou trois peut-être. Je voulais mettre de côté le fait qu'on puisse essayer d'y échapper. C'est de se dire je la subis, ou bien je cherche dedans ce dont je peux me servir pour en faire un élément, j'allais dire, de confiance dans la relation que j'entretiens avec les parties prenantes qui m'entourent. Et c'est dans cette voie-là qu'on cherche à attirer un maximum l'ensemble des personnes avec lesquelles nous travaillons. Vous avez déjà noté que peut-être quand vous vous déplacez, sans que vous l'ayez nécessairement demandé, je vais revenir encore sur le consentement, eh bien apparaissent sur votre parcours un certain nombre de restaurants ou de choses parce que vous avez par ailleurs fait des recherches qui amènent, lorsqu'on est sur un chemin et que certaines de ces boutiques se trouvent proches et qu'elles ont passé un contrat avec un fournisseur d'informations, à signaler leur présence. Vous trouvez ça bien ou vous trouvez ça pas bien? C'est une question presque morale, mais surtout, est-ce que vous avez donné votre consentement? Est-ce que vous avez eu conscience que quand vous faisiez une recherche pour acheter je ne sais quel cadeau, pour Noël par exemple, eh bien en même temps, vous donniez la possibilité à cette enseigne de renseigner toute une chaîne d'interlocuteurs susceptibles d'utiliser vos propres données. Les données sont des actifs fortement convoités. Je parlais de leur valeur en dollars tout à l'heure. Elles sont surtout sujettes au vol. Et RGPD utilise un terme extrêmement fort sur ce sujet. Il parle de violation. Le terme est vraiment très très dur. Et c'est tous les types de violations, c'est-à-dire le fait d'utiliser vos données juste pour savoir qu'elle est là, ça c'est le plus tiède, jusqu'à une utilisation très dolosive de vos données pour voler, usurper votre identité, etc., etc. Plus on va pouvoir protéger nos données à caractère personnel, et là je le répète encore, hein, dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, plus on sera en conformité, plus on donnera confiance aux personnes avec lesquelles nous échangeons. Nous venons de le dire, RGPD, c'est l'extension de la loi informatique et liberté. Et les principes fondamentaux sont maintenus. Il y a 5 principes fondamentaux. Quand vous faites un traitement, vous allez devoir démontrer que la finalité de ce traitement est légitime. Et il y a 7 finalités légitimes, dont le fait d'apporter des services, notamment à des personnes qui sont la cible de ce traitement. Je dois donc donner une finalité qui soit une finalité légitime à mon traitement. Cette finalité, elle est complétée par une pertinence. Je ne sais pas si vous faites des enquêtes sur des grandes masses de données, mais on ne pourra plus demander le 28 mai, donnez-moi toutes les informations dont vous disposez sur telle population parce que je ne sais pas lesquelles me sont utiles. On devra faire l'effort de préciser de quelles données on a besoin, dans quelle finalité on doit l'exercer. Et ça, une fois qu'on l'aura fait,
pendant combien de temps serons-nous autorisés à conserver ces données? Pour ceux qui font des tableaux de bord, des extractions, peut-être même, j'ose pas y penser, de profilage ou de scoring ou d'études de marché, eh bien, la durée de conservation va devoir être extrêmement restreinte. Alors, au dehors des 3 exemples que je vous citais il y a un instant, un autre exemple qui marche presque à tous les coups, c'est pour les sociétés qui existent depuis un certain temps, de savoir où sont stockés les dossiers du personnel, notamment du personnel qui aurait quitté l'entreprise, l'association dans laquelle vous êtes. Je suis sûr qu'ils existent encore et qu'il y a dedans des choses qui dépassent largement la finalité qui est de pouvoir répondre à une demande de quelqu'un qui voudrait reconstituer sa carrière. Ce qui est très sympathique de lui laisser cette possibilité. Mais en termes de conservation, on dépasse largement ce qui est nécessaire ou rendu nécessaire par le règlement. Une fois que l'objectif a été atteint avec la pertinence qu'il faut, il va falloir pouvoir détruire ces informations. Notre siège est juste en face de BNP Paribas. L'été dernier, BNP Paribas a embauché plein de stagiaires pour passer à la déchiqueteuse l'ensemble de dossiers de ce type. Les personnes disposent de droits auprès de l'organisme qui détient leurs données. On a aussi un droit en quelque sorte un droit à l'erreur. On pourra dans le futur, vous l'avez peut-être déjà fait, autoriser la diffusion de vos données ou l'utilisation de vos données et vous apercevoir après coup que finalement c'est peut-être pas l'idée du siècle et que vous voudriez revenir sur cette décision. Que ce soit pour les rectifier ou tout simplement pour s'opposer à leur utilisation. Il faut que ça soit possible et c'est déjà possible. Enfin, il y a un vrai devoir de sécurité quant aux données à caractère personnel qu'une société utilise et la façon dont elle les protège. Vous avez peut-être noté aujourd'hui que dans la façon dont vous échangez sur le web, vous êtes peut-être déjà passé à HTTPS, qui est une façon de chiffrer de point à point les messages que vous envoyez à travers les messageries. Le message lui-même n'est pas chiffré, mais on sait que depuis le point d'entrée jusqu'au point de sortie, il est inaltérable. C'est un devoir, et aujourd'hui, vous le savez ou vous l'avez peut-être noté, le fait d'être passé de HTTP à HTTPS a une conséquence immédiate sur la performance des recherches. D'ailleurs, je crois que Google n'affiche plus le temps qu'il a mis pour retrouver les réponses à la requête que vous lui avez soumise. Les principes introduits par le RGPD, ils sont, pour faire simple, au nombre de 6. Accountability est un terme anglais qui signifie responsabilité, vraiment responsabilité au plein sens du terme, c'est-à-dire presque jusque dans une cour pénale. On va devoir désormais démontrer, pas seulement dire oui, oui, je l'ai fait, mais bien démontrer que nous avons pris des mesures et qu'elles ont été mises en œuvre pour protéger les données. Que ces données, elles ont un droit à la portabilité. On posait tout à l'heure une question d'avant-séance, c'est comment on favorise le transfert, le changement de données d'une structure à l'autre quand on passe d'une mission locale qui déménage. On est exactement dans ce droit à la portabilité, donc à la capacité pour une entité d'extraire la totalité des données détenues sur une personne pour la transférer dans un format lisible à une autre structure. Le règlement fait sur ce point une limite qui est celle de pouvoir le transmettre dans un format qui soit lisible et dès lors qu'il s'agit de données qui ont été informatisées. Un point important pour ceux qui développent des applications, les mettent à disposition, c'est la protection des données dès la conception. C'est un principe qui il y a 7 principes qui ont été posés pour mettre en place, dès l'origine du développement d'applications, des dispositions qui permettent de protéger les données à caractère personnel. Certaines d'entre elles seront beaucoup plus difficiles à protéger
une fois que cette application aura déjà reçu un certain nombre de données, plutôt que de le faire par avance. Parmi ces dispositions, il y a des choses qui touchent justement au chiffrement des données, mais pas que. En tout cas, on doit s'assurer que les dispositifs qu'on met en place, les développements que l'on fait, après avoir vérifié qu'ils ne présentaient pas de failles de sécurité, qu'ils ne présentaient pas de failles de performance et qu'on pouvait améliorer cette performance, en tout cas qu'ils ne tuaient pas des exploitations, y rajouter cette dimension de protection des données dès la conception. Un élément important, notamment mis en exergue il y a 10 jours, dans la dispersion des données à caractère personnel, nom, prénom, compte en banque ou numéro de carte de crédit de chez Uber, c'est la nécessaire notification aux personnes concernées de façon à les alerter qu'il y a eu une violation ou une possible violation de leurs données personnelles. Le règlement fait obligation de prévenir les personnes dans les 72 heures, sinon ça constitue en quelque sorte une violation supplémentaire. On verra qu'en matière de violation des données à caractère personnel, les pénalités ont fortement augmenté. Le but du jeu des traitements dont je vous parlais tout à l'heure et de l'identification des traitements, c'est de mettre en place des mesures qui limitent les risques de voir ces données à caractère personnel dispersées dans l'atmosphère. Et pour ça, il faut anticiper et analyser. Les maîtres mots de RGPD sont dans cette anticipation, dans le régime de la preuve, dans la responsabilisation, et d'une responsabilisation qui est une responsabilisation de bout en bout. Quand vous travaillez avec des sous-traitants, il ne suffira plus de dire c'est le sous-traitant qui doit s'en occuper, mais que vous alliez vérifier qu'il s'en occupe effectivement selon les dispositions que nous sommes en train d'exposer. Vous-même, si vous êtes sous-traitant, d'ouvrir les portes pour qu'on puisse vérifier que vous avez fait la preuve de la mise en œuvre de telles mesures de protection des données aussi. J'espère que je suis assez clair. On est vraiment sur du bout en bout, sur ces principes de responsabilité, de preuve, d'anticipation. Et les sanctions, en cas de non-conformité, ont fortement augmenté. Quand la CNIL réussissait à poser 5 000 € d'amende à une entreprise, c'était après une bagarre judiciaire de 2 ans. Aujourd'hui, il faudra d'abord payer et ensuite passer en cour de cassation avec des montants d'amende qui sont en augmentation significative. Pour les associations, donc sans chiffre d'affaires mondial, 10 millions d'euros quand même, 20 millions selon la gravité de la violation, la répétition de cette violation, mais a priori, ce sont pour chaque occurrence de violation que nous avons des amendes de ce montant. Vous voyez les types de violations dont il s'agit. Je suis en train d'en entourer une. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur se déplacer. C'est ici absence. Oups. Ici Alessandro. Absence de désignation d'un DPO. En plus de toutes les dispositions dont on a parlé, le RGPD met en exergue une fonction, un rôle dans toute structure qui est celui d'un Data Protection Officer, quelqu'un en charge de la protection des données, qui soit suffisamment indépendant, donc rattaché au plus haut niveau de ces entités, pour être en quelque sorte un lanceur d'alerte sur de possibles violations, de possibles risques sur la gestion des données à caractère personnel. À tel point que notre recommandation, et la recommandation de la CNIL d'ailleurs aussi, c'est de dire si vous n'avez pas besoin de DPO, de DPO, puisque l'acronyme est anglo-saxon, faites-en la déclaration en expliquant pourquoi vous n'en avez pas besoin. Si vos traitements n'utilisent jamais de données à caractère personnel, faites la déclaration que vous n'utilisez pas dans vos traitements de données à caractère personnel. On est vraiment dans un régime déclaratif où on anticipe et on précède
la preuve des bonnes pratiques que l'on met en œuvre. Quand j'ai un traitement illicite des données, on est dans des violations importantes. Dans des transferts de données hors UE, nous sommes dans des violations importantes. Pensez que le RGPD, il s'applique dans tous les pays de l'espace économique européen, c'est-à-dire l'UE, plus la Norvège, plus l'Islande, et j'espère que je n'oublie personne. Groenland. La CNIL, en France, n'est pas comme l'organe de contrôle en Espagne, qui est devenu en quelque sorte une sorte de centre de profit parce qu'elle se finance à travers les amendes qu'elle inflige aux entreprises qui ne respectent pas la réglementation. Notre objectif est de faire de cette apparente contrainte réglementaire un vrai bénéfice de confiance dans les échanges que l'on peut avoir avec l'ensemble de nos parties prenantes. On est comme l'un des principes du privacy by design, c'est-à-dire le fait de mettre la confidentialité d'abord, le met en exergue, de dire qu'il faut que ce soit un jeu à somme positive. On ne fait pas de la conformité au prix du développement des services que l'on peut proposer. C'est cet équilibre qui va être extrêmement important. Et le dépassement de cet équilibre. En fonction de votre contexte, vous allez, selon avec qui vous traitez, votre stratégie de mise en conformité sera différente et votre cible sera différente aussi. Nous travaillons, nous, sur la base d'un certain nombre de retours d'expérience, dont vous voyez là au pied du slide quelques exemples. Donc des sociétés extrêmement différentes, publiques, privées, des universités, des petites structures, des grosses structures. Arkino est une toute petite structure au sein de la Caisse des dépôts, par exemple, mais c'est un tiers de confiance. Des associations, nous avons des associations, notamment une association qui fédère 5000 établissements d'enseignement, avec lesquels nous travaillons à cette mise en conformité adaptée au contexte et à la maturité qui est la leur. Grosso modo, ils répondent eux aussi au questionnaire que vous avez eu, qui vous a été soumis au tout début de notre webinaire. Je vous ai déjà parlé du DPO comme un élément essentiel. Pensez que c'est un rôle, pas nécessairement une personne. C'est pas non plus un rôle à temps plein. Ça peut être aussi un rôle externalisable, et ça, le règlement l'a prévu, de façon à permettre la mutualisation d'un tel rôle clé, qui est vraiment la clé d'entrée de la CNIL dans vos organisations. Qui est votre DPO sera la première des questions. Et vous avez vu ce qu'il en coûtait de ne pas savoir répondre à une telle question, avec un rôle qui est largement étendu par rapport à celui de SIL, que vous en ayez eu un auparavant ou non. Ce rôle est plus technique. On ne devrait plus trouver de DPO attaché à de l'informatique ou à une direction juridique, mais au plus près des directions générales, de façon à assumer complètement l'aide au principe de responsabilité, au principe d'accountability dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà comment on peut présenter rapidement le RGPD, et j'ai peut-être deux minutes ou 3 minutes d'avance sur les questions-réponses, mais je crois que ça sera intéressant d'y rentrer très vite. Je vais commencer par les questions qu'on avait évoquées avant de rentrer dans le séminaire. Une question m'a été posée sur quelle est la différence de traitement des données entre des bénévoles, des salariés, des bénéficiaires et des adhérents. Ça me permet de soulever un point que je n'avais pas évoqué jusqu'alors, c'est que dans la façon dont on protège les données à caractère personnel, il y a quatre dimensions. Une dimension qu'on pourrait qualifier de juridique, notamment à travers les contrats qui peuvent être signés entre des parties prenantes. Et on doit pouvoir trouver désormais dans les contrats des clauses qui protègent les données personnelles, des clauses qui renforcent l'auditabilité dans les rapports, et notamment sur l'aspect des données personnelles, et sur des réversibilités, c'est-à-dire la capacité de reprendre ces données. C'est vrai dans les traitements des données dont on parle ici.
le contrat de travail pour un salarié n'est pas tout à fait le même qu'un contrat qui est un contrat de service ou le contrat qui lie des bénévoles à une structure. Et plus on écrira de choses sur ce point, plus on mettra en place des règles d'éthique de façon à les communiquer plus facilement, plus on aura de chances de bien traiter l'ensemble de ces données. Et on est bien, pour toutes les catégories qui étaient citées, bénévoles, salariés, bénéficiaires, adhérents, sur la protection de leurs données à caractère personnel. Je vais poser aussi une question, ce sera la dernière avant de répondre à vos questions. C'est à partir de quel moment dois-je obtenir le consentement? Parce que j'ai beaucoup insisté, je pense, j'espère en tout cas, avoir beaucoup insisté sur l'aspect consentement, notamment dans le cas des newsletters. C'est quelque chose qui peut, et vous l'avez compris, en plusieurs temps. Vous pouvez autoriser, dans un premier temps, une association, une entité, une organisation à vous envoyer ces newsletters. Et vous avez là un consentement qui est un consentement éclairé, parce que ce consentement doit être éclairé, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'en mesurer les impacts. Puis de s'apercevoir que pour des raisons de trop grande diffusion, de moindre intérêt, vous devez être capable de reprendre ce consentement ou de le différencier dans le temps ou sur les partenaires des sites auxquels vous avez donné votre consentement. On peut commencer avec ces questions et passer de façon un peu plus large maintenant aux questions que vous avez déjà posées ou que vous allez poser au cours de la demi-heure qui vient. Merci Gérard beaucoup pour cette intervention. On a beaucoup de questions qui arrivent et je pense que c'est super de pouvoir commencer en avance pour répondre à toutes vos questions. Il y a des questions qui reviennent qui traitent un peu de manière générale sur savoir en fait quelles sont vraiment les premières étapes à mettre en place pour être en conformité avec le RGPD, notamment au niveau des procédures et des documents à élaborer. Donc, si on peut faire un bref capitulatif sur ça. Oui, absolument. En matière de démarche, la CNIL propose une démarche qui est une démarche en 6 étapes. La première de ces étapes consiste justement à nommer un DPO. Dans notre expérience, on évite de procéder ainsi parce que finalement, tant qu'un DPO n'est pas nommé, on a du mal à en saisir tous les contours avant d'être rentré vraiment dans ses compétences, dans ses fonctions, dans la charge que ça va représenter pour lui. Le processus est bloqué et on peut considérer que c'est dommage. En revanche, ce qui va consommer le plus de temps dans la démarche de mise en conformité, après une évaluation générale, et je vous ai dit tout à l'heure, c'est un projet, on aime bien, nous, dans les projets, à avoir une évaluation globale qui nous permet de dire si c'est un gros, un moyen ou un petit projet, compte tenu du chemin qu'on a à parcourir, en fonction de notre maturité et ce qu'on a déjà fait en matière d'informatique et de liberté. Donc, le plus gros, ça va être sur justement les traitements, le fait de lister ces traitements, tous les traitements, de les lister à la granularité qui va bien, c'est-à-dire pas trop petit, trop gros, par exemple. Pour la CNIL, la gestion du personnel est un ensemble, est un traitement en soi. Pour nous et dans notre expérience, on a certainement à séparer des phases de recrutement, des phases de gestion du personnel, des phases de gestion de paye. Au moins trois traitements, par exemple. Et donc, documenter ces traitements, c'est la première étape. Et on apporte, nous, issus de la CNIL, parce qu'on travaille avec la CNIL depuis plus de 4 ans, des modèles qui permettent de remplir et de capitaliser tout ce que l'on a pu réunir comme information sur nos traitements. Vous vous souvenez aussi, on est dans le régime de la preuve. Non seulement on doit lister ces traitements et tous les champs qui concernent les destinataires, les données qui sont traitées, les responsables de ces traitements, les finalités de ces traitements, mais aussi d'apporter la preuve de chacun de ces éléments. Donc si on doit commencer par lister les traitements au plus près des demandes faites par la CNIL. Est-ce que je réponds ou je commence à répondre?
à... Je pense que donc, pour faire très bref, c'est donc d'abord une évaluation générale qui permet de lister tous les traitements. Et en fait, il faut suivre notamment les recommandations de la CNIL avec le très bon document, notamment de plan d'action, qui permet vraiment de mettre la main sur ce sujet-là et juste définir les premières étapes. Je vous enverrai, si vous voulez, le document de la CNIL qui permet de bien comprendre les premières étapes à mettre en place. On a une autre question. Quand vous avez parlé de DPO, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là également. Il y a notamment une question pour savoir dans quelle mesure c'est obligatoire pour une petite association, notamment côté dans ce secteur-là, si c'est obligatoire d'avoir un DPO, est-ce que c'est surdimensionné? À quelles conditions, en fait, faut-il avoir un DPO? La condition, il y en a une qui s'exprime de façon très simple. Est-ce que vous êtes une collectivité territoriale? Oui, non. Si oui, alors le DPO est obligatoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce DPO, c'est un rôle, et c'est un rôle qui peut être interne ou qui peut être externalisé. Nous travaillons avec des structures qui externalisent le rôle de DPO. Dès lors que vous ne serez pas dans les conditions où vous devez nommer un DPO, et il ne reste qu'une seule condition, c'est que vous ayez très peu de traitements qui mettent en œuvre des données à caractère personnel. Vous me direz, mais c'est quoi très peu? Et c'est là où, à partir du 28 mai, il y aura certainement un effort de jurisprudence pour essayer de préciser un certain nombre de ces principes ou de ces évaluations. C'est quoi grande fréquence? C'est quoi de façon systématique? C'est quoi grand nombre? Et de façon à être capable de serrer et d'apporter par la jurisprudence des éléments de réponse à des choses qui sont aujourd'hui un peu floues. Je dirais que presque par précaution, le fait d'avoir un rôle de DPO qui représente peut-être 10% ou 20% d'un équivalent temps plein, on dirait où allez-vous les trouver, et la question reste ouverte, permet de mettre en place le dispositif en se faisant accompagner ou non dans la mise en place de ces traitements. Et très clairement, il faut être capable de présenter à la CNIL l'ensemble des traitements qui sont les vôtres, ou de savoir où vous en êtes dans le recensement et dans la cartographie de ces traitements. Qui plus est, on est un peu dans une démarche de type qualité. Je ne sais pas si certains parmi vous ont des démarches de ce type. On est capable de sortir le recueil des bonnes pratiques de qualité. Et là, de la même façon, on doit être capable de sortir le recueil des bonnes pratiques de protection des données à caractère personnel. Les traitements, c'est aussi une étape parce que le vrai objectif de ces traitements, et les traitements peuvent vivre, vous avez des traitements qui vont disparaître, puis d'autres qui vont apparaître au gré de, je sais pas, de changement d'application, par exemple, ou d'une digitalisation croissante. C'est en fait la façon dont, si vous manipulez des données personnelles, des données à caractère personnel, vous protégez celles-ci. Et c'est vraiment ça. C'est les études d'impact sur la vie privée qui sont l'objectif final de la CNIL et de ce que vous devez documenter en disant voilà à travers nos traitements ce que nous avons vu comme données sensibles et voilà comment nous en protégeons la diffusion. Merci Gérard. Deux questions qui découlent un peu de ce que vous avez dit pour rebondir. Il y a une question sur les traitements notamment. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des documents pour aider les structures, accompagner les structures à cartographier ces traitements aujourd'hui? Est-ce qu'il en existe? Ou des outils? Il en existe. Et plus vous serez proche, parce que vous aurez par exemple déjà documenté des processus internes. Je parle bien de processus, pas nécessairement des procédures, mais si vous avez des procédures, ça peut être parfaitement utilisé aussi. C'est une façon de distinguer une finalité dans un traitement que d'avoir un processus, parce qu'un processus a un objectif. C'est d'identifier un responsable de ces traitements. Et puis, c'est d'utiliser aussi, on l'a dit, la CNIL produit un certain nombre de documents, tu le disais tout à l'heure, Raphaël. Il existe un document qui s'appelle référentiel des durées de conservation,
qui est un vieux document de la CNIL. On attend sa mise à jour pour les semaines qui viennent. Ça date du mois de juillet 2012 et ça permet de lister à travers les finalités des traitements ce que sont les traitements. Si je commence la lecture d'une page, je suis à la page 3, gestion du personnel, gestion de la paye, fichier de recrutement, vidéosurveillance, gestion des réunions ou des instances représentatives du personnel, etc., qui vous donne non seulement une liste possible ou au moins une première liste de traitements à adresser, et puis les durées de conservation qui vont avec, qui sont finalement deux clés importantes. Sur cette base, on peut commencer déjà à lister ces traitements, et si on y rajoute la dimension processus dont je vous parlais tout à l'heure, on a une vision de ce que sont vos objectifs métiers, la façon dont vous délivrez des services. C'est ça qu'il convient de documenter, qui est la clé d'entrée au traitement. Merci. Et juste pour redéfinir ce que c'est peut-être, peux-tu nous réexpliquer qu'est-ce qu'on considère comme une donnée personnelle aujourd'hui? Gérard? Il faut que j'appuie sur le bon bouton, c'est tellement mieux comme ça. C'est mieux, hein? Mais j'ai bien entendu la question. D'accord. J'ai bien entendu la question. Une donnée à caractère personnel, c'est quelque chose qui permet de désanonymiser une personne, que ce soit de façon directe, nom, prénom, ou que ce soit de façon indirecte. C'est-à-dire que cette protection des données, elle s'exerce aussi quand on fait des déductions, des inférences ou des corrélations. Il nous arrive peut-être de faire des enquêtes géographiques qui permettent de dire que dans telle géographie, j'ai telle caractéristique pour telle population. Quand j'obtiens de très faibles échantillons, et parfois des échantillons qui se réduisent de façon statistique à 2 individus seulement, j'ai une violation possible de l'anonymisation de ces personnes. Ce biais statistique, c'est quelque chose contre lequel on va chercher à lutter. Un de nos clients, par exemple, que vous avez vu dans la liste que je vous présentais tout à l'heure, et qui fait des analyses, des études de marché un peu dans ce sens, fait en sorte que, et c'est vraiment de la protection de données personnelles, que quand dans une classe multicritère comme ça, il a que 5 individus, il considère qu'il n'a pas de réponse à sa recherche. Parce qu'il considère qu'à 5, on est déjà dans un risque de désanonymiser les informations que l'on a, et notre objectif est de ne pas de les rendre anonymes. Données à caractère personnel, on va trouver l'adresse, on va trouver des informations bancaires, on va trouver des notions de structure familiale, etc., etc. Dans les données à caractère personnel et sensible, on va trouver en plus des choses qui touchent aux croyances, des choses qui touchent à la santé, notamment, avec tout un chapitre sur les données de santé et leur protection, sur des choses qui touchent à toutes les inclinaisons religieuses, politiques, sexuelles que l'on peut avoir. Voilà comment je pourrais répondre à ça. Super. Je pense que c'est assez clair. Il y a une question un petit peu plus concrète notamment que sûrement pas mal d'associations doivent rencontrer au niveau du fichier adhérent. En fait, dans quelle mesure il peut être utilisé? Est-ce qu'il peut être utilisé notamment à des fins commerciales, et doit-on utiliser notamment le consentement et peut-être comment le recueillir? C'est une question assez large, mais ça concerne notamment le fichier adhérent. Alors sur le fichier adhérent, la clé va être le consentement, comme tu l'as dit. Le recueil de ce consentement et le fait que ce consentement soit éclairé, c'est-à-dire que la personne qui donne son consentement mesure tous les impacts que ce consentement peut représenter, avec la contrepartie de pouvoir retirer ce consentement s'il s'aperçoit que ça va trop loin par rapport à ce qu'il avait compris, de ce qu'on lui avait expliqué de ce consentement. Si mon consentement c'est je vous autorise à l'utiliser
pour dire que j'appartiens à telle association, je suis d'accord. C'est un peu comme ce qui se passe si je vous tendais de façon virtuelle ma carte de visite. Si je vous donne ma carte de visite, qu'est-ce que vous en déduisez? Que je veux bien être appelé au téléphone, je veux bien recevoir des mails parce que les deux y figurent, que vous connaissez mon adresse. Voilà ce que ça vous dit. Est-ce que ça vous dit nécessairement que je suis prêt à recevoir des mails de toute nature, de toute sollicitation, commerciale ou non commerciale? Non, ça ne le dit pas. Donc on est obligé de préciser le consentement, et on va être amené à préciser le consentement avec la directive cookies, en particulier, qui va sortir au même moment, mais c'est une directive, c'est pas un règlement. Vous vous souvenez, en France, au-delà des 2 ans qui sont les délais légaux de transposition, on met en général 2 à 5 ans de plus pour le transposer. C'est vraiment de dire, j'ouvre l'équipe, je reprends l'exemple que je prenais tout à l'heure, et je veux qu'il n'y ait que l'équipe qui soit informée que c'est moi qui viens de rentrer, pas les 49 autres sites qui l'entourent. Pour les fichiers adhérents, ça sera la même chose. Et le recueil de ce consentement doit être en plus enregistré et mis en stock, enfin, et stocké. Monsieur X m'a autorisé à l'informer, à diffuser son nom dans telle et telle condition, et il m'a dit ça en signant tel jour, et j'ai sauvegardé le fichier dans lequel se trouve sa réponse, le mail dans lequel se trouve sa réponse. La réponse aussi à une telle diffusion, c'est que quand la finalité est légitime de cette diffusion, c'est que entre les deux parties qui s'échangent les fichiers, ils mettent en place des chiffrements. Quand on fait, nous, des missions sur RGPD, avec le groupe de projet, on s'échange des données qui sont des données à caractère personnel. Eh bien, nos échanges sont chiffrés. Il est extrêmement simple de chiffrer un document Excel, par exemple, avec une clé qu'on appelle une clé symétrique, c'est-à-dire dont on va partager à chaque extrémité la valeur. Ça veut dire qu'il faut trouver un autre moyen que le mail, que le téléphone, pour pouvoir s'échanger quelle est cette fameuse clé. C'est pour ça qu'on montrera des choses un tout petit peu plus compliquées qui seront, pour échanger des clés symétriques, on mettra en place des clés privées, des clés publiques, et ça, vous l'avez entendu déjà sans doute, et ce chiffrement est la base vraiment des échanges à mettre en place entre des entités de bonne foi, légitimes. Merci Gérard. Il y a une question un peu plus précise sur le consentement, notamment est-ce que à partir de quel moment peut-on réellement obtenir ce consentement? Est-ce qu'il existe différentes façons de l'obtenir? Voilà, en fait, qu'est-ce qu'on considère réellement comme consentement? Est-ce que c'est tout simplement une coche à causer? Est-ce que c'est juste à partir du moment où on a envoyé un mail? Est-ce qu'on peut juste s'attarder un petit peu plus sur ça? Gérard, je ne sais pas si le micro a été de nouveau coupé ou pas. Ah oui, c'est une mauvaise habitude que j'ai de couper mon micro. Je reprends ma réponse depuis le début. Les deux exemples que tu citais sont des bons exemples de consentement. Une cage à cocher, vous l'avez déjà peut-être remarqué sur les sites web sur lesquels vous vous déplacez. On vous demande maintenant de explicitement dire que vous l'acceptez, cette diffusion, etc. Et puis, ce que tu citais à travers un mail, qui peut être tout à fait une preuve aussi du consentement qui a été exprimé. Donc les deux fonctionnent. Pensez qu'il y a, vous l'avez peut-être là aussi noté, que sur certains sites marchands, une sorte de, allez, je vais mettre beaucoup de guillemets dans ce que je vais dire, de chantage, disant il faut que vous disiez oui, sinon vous ne pouvez pas acheter le superbe cadeau de Noël que vous venez, sur lequel vous venez de flasher. Il faut que vous donniez notre consentement, sinon vous ne pouvez pas l'acheter. Ceci est une perversion de la réglementation sur les données à caractère personnel. D'accord. Encore une autre question un peu sur le consentement. Est-ce que par exemple on peut considérer dans une association que le fait de régler sa cotisation avec
l'indication avec le montant bien indiqué. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du consentement, le paiement de la cotisation? C'est qu'un consentement partiel à mes yeux. Parce que, enfin, sauf si vous avez dit très clairement qu'il existe des clauses, une sorte de règlement intérieur. C'est ça aussi qui fait la différence entre des adhérents et des salariés, c'est qu'il peut y avoir un règlement intérieur qui précise un certain nombre de choses, notamment des chartes. S'il y a une charte de l'adhésion qui précise ces éléments-là, oui. Si elle ne le précise pas, c'est qu'un consentement partiel. Il faut aller rechercher à chaque fois que l'usage de ces données à caractère personnel va être activé, le consentement spécifique sur le traitement qui est envisagé. D'accord. Est-ce que encore sur le consentement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup et il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que par exemple cette fois-ci, pour une collecte d'informations internes, notamment pour les informations au sujet des salariés, est-ce que cela nécessite un consentement de la part des collaborations, notamment par exemple un cas très concret du service de paye, est-ce que on doit récupérer le consentement? Alors, il y a certains cas de figure. Alors, la paye est un très bel exemple. Clairement, si je veux pas être payé, je donne pas mon nom, je donne pas mon prénom, ou je donne des faux, et puis je donne pas mon numéro de compte. Dans certains cas de figure où on fait un traitement pour le bien de la personne en question, et on peut considérer que la payer de ses justes services en fait partie, le consentement n'est pas impératif. D'accord? Mais dans le traitement, dans le traitement de paye notamment, on va indiquer que on a besoin, et on a effectivement besoin du nom, du prénom et du RIB ou des informations de l'IBAN contenues sur un RIB pour payer et verser effectivement à la personne ces éléments. Il y a des choses qui sont plus. On parlait de paye à l'instant, je rebondis sur ce sujet. Euh, il y a dans les 7 critères d'un traitement légitime aussi le fait de diffuser de l'information vers des organismes d'État, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les impôts bientôt, hein, quand on aura un prélèvement à la source. Ceci fait partie des choses qui sont légitimes. En revanche, les mêmes fichiers sont parfois utilisés à destination de mutuelles privées. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos associations. Eh bien là, on est à la limite et à mon sens, on doit recueillir le consentement sur cette diffusion à l'extérieur du champ de l'État, d'une part, ou des dévolutions d'État, d'une part. Vous avez vu que la CNAV est l'un de nos clients. Et au-delà, faire jouer son droit d'audit auprès de compagnies d'assurance privées qui font aussi les complémentaires, parce qu'elles pourraient être tentées d'utiliser ces données pour lâcher sur vos collaborateurs, vos collègues, vous-même, leurs commerciaux pour augmenter votre taux d'équipement en produits venant de cette compagnie d'assurance. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà comment aussi illustrer une démarche un peu plus complète hein, qui va au-delà du consentement. Et je comprends que le consentement soit un point important et toutes les questions que vous posez sur ce point montrent combien vous avez compris que c'était un des éléments essentiels du dispositif. Oui, il y a des questions qui continuent à arriver sur ce sujet-là, notamment si, par exemple, un cas très concret pour la collecte d'emails et la newsletter, est-ce qu'on considère les mails comme des données personnelles ou des données sensibles? Et après, au niveau de la collecte des mails, est-ce que notamment la collecte d'emails opt-in, est-ce qu'il y a des exigences par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des sanctions encourues si on fait mal les procédures? Alors, Gérard tu as peut-être eu le réflexe de nouveau de couper le micro. J'espère qu'à chaque fois que je parle, le micro va se déclencher tout seul, ce qui est évidemment pas le cas. On est sur des choses qui sont
Je suis en train de le chercher dans le tableau que je vous présentais tout à l'heure. Euh, sur des choses qui touchent à l'information préalable faisant défaut, non conforme. On est quand même sur des choses un peu importantes. Donc, sur l'email, je reprends l'exemple de ma carte de visite tout à l'heure. Il y a mon email dessus. Si je voulais pas que vous l'utilisiez, je l'aurais barré ou j'aurais mis une mention à côté, à n'utiliser qu'en cas d'autorisation explicite. Donc, les emails, dès lors qu'ils ont été donnés, on va pouvoir considérer qu'il y a un consentement euh, implicite. Il est extrêmement important, et je réinsisterai toujours sur ce point, quand on applique une règle interne de ce type, de la, de la noter, de la mettre en banque, et la banque, c'est la banque de connaissances de l'ensemble des prescriptions d'usage des données à caractère personnel. On peut faire une sorte de réceptacle de l'ensemble de ces règles qui permettent aussi euh, non seulement d'évoluer, mais d'être porté à la connaissance de toutes les parties prenantes et d'être presque en quelque sorte opposable au tiers en disant regardez, ça fait partie de nos règles, nous les avons posées, regardez notre code interne protection des données à caractère personnel. Bien, merci beaucoup. Il nous reste à peu près 8 minutes de questions-réponses et on aura encore des questions qui arrivent. En termes de, il y a notamment la question qui revient au niveau des données lorsqu'elles sont utilisées par une plateforme externalisée. À qui revient la responsabilité, notamment de traitement de ces données-là, et quelles sont les mesures à prendre par la structure pour s'assurer que le prestataire ne fasse pas n'importe quoi avec la donnée et qu'il soit également vraiment vraiment conforme au RGPD. Voilà, dans cette mesure-là de relation entre prestataires, avec des prestataires, à qui revient la responsabilité et comment mettre en place les bonnes procédures. Je fais l'hypothèse que c'est par exemple dans le cas d'une plateforme de routage pour un envoi massif de mails. Et pour que cet envoi soit tel qu'il n'y ait pas de blacklistage de la source et qu'on utilise donc des IP blanches qui permettent des diffusions massives. C'est un peu ça que tu as en tête? Alors, dans la question, c'était pas précisé, mais on peut prendre cet exemple-là. Oui, je pense Tout à que fait. c'est assez. Ok. Donc c'est une de nos grandes questions avec les services marketing de quelques structures Alors, qu'il s'agisse. Benoît vient de me dire que la personne qui a répondu, qui a posé la question, vient de dire oui, c'est exactement ce cas-là. Donc, c'est parfait. Parfait, n'est-ce pas? Donc, oui, et ça va se jouer euh, sur deux choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de mesures qui sont de type juridique, d'aspects contractuels permettant de préciser la responsabilité de chacun à travers les contrats. Il y aura aussi, je pense, des dimensions qui vont être cette fois des dimensions très techniques dans la façon dont vont être utilisées ces plateformes, à savoir est-ce que euh, pour faire très techno, est-ce que le web service, il est localisé sur la plateforme de routage ou il est localisé chez vous? Si le web service est localisé chez vous et vous n'utilisez que le rebond de, de la plateforme de routage, c'est chez vous que les choses se passent et finalement, la plateforme de routage ne vous sert qu'à vous donner cette IP blanche. En revanche, si c'est la plateforme de routage qui s'occupe de cela, il va falloir être très précis sur la façon dont vous allez recueillir les consentements et dont vous allez constituer des blacklists à destination de ces plateformes de routage et de vérifier et d'imposer cette vérification à ces plateformes qu'elles respectent les listes noires que vous leur avez fournies. Et les listes noires s'obtiennent par un opt-out, c'est-à-dire le fait que les cibles de ces mails vous disent non, non, je ne veux plus rien recevoir de votre part. Et donc, cette chaîne et le processus qui permet de mettre à jour ces listes noires doit être et précisé, et suivi, et audité, et vérifié. Euh, on, nos clients nous a posé la question suivante, qui était de dire est-ce qu'on peut se servir du non-respect des dispositions du RGPD pour
remettre en cause des contrats de sous-traitance avec des sous-traitants qu'on juge moins performants. Alors pas seulement sur la protection des données personnelles, mais sans doute sous d'autres aspects. La réponse est pas binaire, mais très certainement, vous pouvez exiger que vos sous-traitants se conforment à RGPD, leur donner des délais, qui soient des délais un peu ceux que donnerait la CNIL et qui soient des délais négociés et qui soient suffisamment raisonnables pour qu'ils se mettent en conformité et de suivre cette mise en conformité, y compris de la part de vos sous-traitants. Et quand vous êtes vous-même dans une position de sous-traitance, d'être prêt à en faire de même. Bien, je crois qu'il y avait une même question, mais qui concernait plus peut-être des fédérations sportives. Est-ce que là, on retrouve un peu le même cas d'usage ou pas? Ou c'est moins évident et on n'arrive pas forcément. Alors ça dépend aussi de ce qui va être fait avec les informations à données personnelles. Jusqu'à présent, le sport qu'on pratique, je dis bien jusqu'à présent, le sport qu'on pratique n'est pas une donnée sensible. C'est certainement une donnée personnelle. En revanche, vous savez que par recoupement, on pourrait sans doute réussir à désanonymiser un certain nombre de choses. Je pense qu'on est dans le même cas de figure de recueil de consentement préalable avant toute diffusion. Mais si vous faites du sport, il vous arrive sans doute de faire des compétitions, donc de pouvoir vous inscrire, de pouvoir, à défaut de donner votre NIR, donner votre numéro de licence, faire des choses comme ça. Il y a des choses qui doivent être produites parce que sinon vous n'avez pas accès ou au service ou à la compétition ou aux espaces de sportifs, aux inscriptions par exemple. Super, merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes de questions-réponses. On en a encore à répondre. Donc, ça va combler les 3 minutes restantes. Il y a notamment des questions sur la sécurité. Pour savoir, en fait, au niveau des données personnelles, comment ça m'assurer que en fait, qu'elles sont bien protégées quand elles sont dans le cloud, dans mes emails, sur ces données sensibles-là. Vraiment, comment faire pour sécuriser tout cela? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir? J'arrive. Oui, il y a des bonnes pratiques. Oui, il y a des bonnes pratiques. Je voudrais juste citer un exemple que j'ai pas eu l'occasion de citer jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous utilisez Office 365 ou si vous utilisez des solutions libres pour vos traitements de texte, vos tableurs, votre mail, votre navigateur, votre que sais-je encore. On Euh, parle notamment il y a une personne qui répondit avec Office 65 notamment. Est-ce que ces outils-là respectent elles-mêmes le RGPD? vous voulez une réponse franche de ma part, n'est-ce pas? Ils disent que oui, et nous n'avons aucun moyen de contraindre Microsoft à le prouver. Au bout de questionnements intensifs, Microsoft daigne reconnaître que les données sont stockées en Irlande et ne passent jamais l'Atlantique. Nous n'avons aucun moyen de preuve ni de les obliger à fournir cette preuve. Ce qui me désespère à titre personnel. Tout usage du cloud ouvre, quand il s'agit d'un cloud public, pas d'un cloud privé, ouvre la possibilité à la dispersion de ces données personnelles. Faites la différence, ayez peut-être la curiosité d'aller voir les conditions générales d'utilisation de Google. Je ne sais pas combien il y a de pages, 4 pages, quelque chose comme ça, écrites petites, ou tout petit. Et puis allez voir un navigateur qui s'appelle Quant, sur lequel, en matière de conditions générales, il y a 9 lignes. Vos données personnelles vous appartiennent, nous ne les utiliserons jamais. Point. J'aime bien des conditions générales d'utilisation qui sont aussi compactes. Il y a notamment des questions là sur est-ce que G Suite et tout ce qui est Google Apps, est-ce qu'à l'instar de Microsoft, est-ce que c'est un peu Oui, les mêmes procédures? oui.
Oui, oui. L'outil dont je parlais tout à l'heure, Lightbeam de Firefox, permet de savoir notamment ce qui vous entoure et pour avoir des taux de fréquentation, quel est le référencement naturel des sites, etc. On trouve souvent des applications comme celle-là. Elle diffuse, elle disperse de la donnée personnelle avec beaucoup de difficultés de notre part à obliger les GAFA à respecter les dispositions, pas juste déclarer qu'elles le font, mais démontrer qu'elles respectent le RGPD. Ça serait vrai aussi pour les BATX, ça serait vrai aussi pour sans doute quelques sites, quelques sites coréens et russes. Donc, on est dans une mesure progressive de prudence et de se dire nous voulons, enfin, ça serait bien qu'on contrôle notre diffusion. Et pour ça, Office 365, je vous parlais tout à l'heure de l'association pour laquelle nous travaillons dans le monde de l'éducation. Office 365 est gratuit. Euh, un vieil adage en matière de data dit que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Parce que si vous êtes le client, avec un peu de chance, vous payez quand même un peu. Cela dit, dans le modèle de Microsoft où vous payez parfois, c'est pas l'assurance absolue que bien que vous ayez payé, vous ne soyez pas un peu le produit aussi. On me note, on me fait remarquer à juste titre, peut-être y a-t-il une différence entre notamment euh, les solutions pro contre les solutions personnelles, notamment à travers ces acteurs-là. Est-ce que le RGPD est plus en conforme avec leur utilisation des données dans les différentes solutions qu'ils proposent, ou il n'y a pas forcément de différence? Personnellement, j'en vois pas. J'en vois pas. Et Il y a pas d'étanchéité hein, dans ce monde. Et notamment, il suffit que des entreprises, des associations, des pages Facebook, que vous soyez sur Twitter, etc., etc. Et à titre, vous l'êtes à la fois à titre professionnel et à titre personnel. La frontière a tendance à s'effacer un peu. Hein. Donc la prudence est de mise dans les deux mondes. d'accord. Il est 15h33. Si Gérard, tu as encore le temps, je te propose de répondre plus à des cas concrets qu'on avait. Euh, Go! alors, on avait notamment une personne qui nous parle, qui est une structure qui publie des livres de recherche. Il garde à chaque fois les noms, les emails, les universités et les auteurs, c'est des données publiques. Ils se demandaient comment ils peuvent mettre en place le droit de portabilité en sachant que l'auteur ne peut pas retirer l'article qui ou qu'elle aurait pu écrire dans une publication. Donc c'est très Ok. spécifique, mais Oui, mais c'est couvert par une disposition euh, juridique telle que nous la décrivions tout à l'heure. Hein. Donc, je ne sais pas si j'en profite hein, pour refaire un point sur les quatre dimensions. Il y a des mesures qui sont des mesures juridiques qu'on a déjà évoquées à travers des contrats. Il y a des mesures techniques qu'on a évoquées au sujet des plateformes. Il y a aussi des mesures organisationnelles qui permettent d'assurer la protection des données à caractère personnel. Et puis, il y a des dispositions de type logique dans la façon dont on partage les informations. Donc, on est là encore sur le droit à la portabilité, sur quelque chose qui est certainement pas la chose la plus simple à mettre en œuvre dans le RGPD. Ceux qui font notamment des sites de secours informatique s'arrachent les cheveux sur cette dimension. Euh, sur cette dimension-là. Et euh, quand on a souscrit en connaissance de cause l'absence de rétractation dans le cas de publication scientifique, nous sommes dans le cas d'une protection euh, du juridique qui est opposable au RGPD. Donc c'est légitime en cas de publication que de faire cela. A priori, c'est fait aussi pour le bien, guillemets, pour le bien de ceux qui rédigent ces articles. De façon à en améliorer les connaissances ou la connaissance qu'on peut avoir d'eux, notamment dans les épreuves sur titre ou des choses comme ça. Voilà ce que je pourrais répondre sur ce point. J'espère que la personne qui l'a posé est satisfaite de ma réponse.
je pense, de toute façon, sinon qu'elle n'hésite pas à revenir vers moi par chat. Il y a d'autres questions, mais là qui ont plus attrait en fait à savoir vraiment dans quelle mesure suis-je concerné par la RGPD, oui ou non, comment le faire pour le savoir. À quel moment vraiment puis-je savoir si c'est nécessaire pour moi de mettre en conformité et si oui, du coup, d'avoir un DPO comme peut-être faire juste un bref récap sur ça parce que des personnes de nouveau reposent ces questions-là. D'accord. Si la question revient, c'est qu'effectivement, elle n'a pas été complètement traitée lors de ma première réponse. Si dans aucun de vos traitements, vous n'avez de données à caractère personnel telles qu'on les a décrites il y a quelques instants, alors vous n'avez pas besoin de mettre en place là. Mais je dirais le truc se mord la queue parce que pour savoir que j'ai des traitements où il n'y a pas de données à caractère personnel, il faut que j'ai listé mes traitements. Donc oui, il faut avoir listé ces traitements, au moins jusqu'au point de savoir quelles sont les données que j'utilise. Pour le DPO, vous avez besoin de quelqu'un qui joue ce rôle, même si c'est un rôle à 0,05 équivalent temps plein, ou que vous choisissiez de le fédérer avec en l'externalisant, et là on va retrouver à travers donc un contrat, donc des dispositions légales, les possibilités de répondre à cette exigence du règlement. Je connais très peu d'associations, euh, d'entreprises publiques ou privées qui n'utilisent pas, qui ne manipulent pas de données à caractère personnel. La seule façon de l'éviter ou de pouvoir éviter cela serait de démontrer que l'utilisation est tellement peu fréquente au regard des usages de la profession, par exemple. Vous faites un mailing tous les 5 ans sur une cible de 50 personnes, que sauf dans ce cas de figure, vous serez amené à respecter les dispositions du règlement de protection des données à caractère personnel. Je pense qu'on va finir par une dernière question, si tu veux terminer, Gérard. C'était notamment plus sur la mise en conformité au niveau du délai. Il y a une personne qui demande si, notamment, la date officielle, c'est bien le 25 mai 2018, et on demande si les structures ont bien 2 ans pour se mettre en conformité. Est-ce que ce délai est réel ou pas? Alors, la mise en vigueur, c'est le 25 mai et ça reste le 25 mai. Les 2 ans tels que je pense que c'est ce que j'ai cité moi-même tout à l'heure, est un délai que l'on imagine pouvoir être négocié avec la CNIL dès lors qu'il ait fait la preuve que le plan d'action existe et qu'il existe bien avant cela, et qu'il existe quasiment au 25 mai ou au 30 juin de l'année 2018, qu'il est suivi, qui fait l'objet d'un babysitting tout à fait particulier et qu'à tout moment, on est capable d'apporter la preuve que ce qu'on dit avoir mis en œuvre a effectivement été mis en œuvre. C'est à cette seule condition qu'on pourra avoir cette visibilité ou cette progression qui laisse un peu d'espace par rapport au 25 mai, par rapport à l'impératif, au truc qui tombe comme une lame le 25 mai. Et ce délai-là devra être en quelque sorte démontré et on sera vraiment dans une dimension proactive très, très forte pour être capable de dire ben voilà ce que je fais. Voilà quelles sont mes étapes et je vérifie étape par étape que je les ai bien rencontrées, que je les ai bien adressées. Voilà ce qu'on pourrait dire sur le sujet du délai. Très bien. Alors, il reste encore des questions, mais elles sont bien notées pour pouvoir vous répondre dans un second temps à travers certainement un article. Je remercie Gérard pour l'intervention et je remercie également tous les participants. Nous allons vous envoyer
un questionnaire de satisfaction afin notamment de pouvoir savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes et savoir si vous avez envie d'aller plus loin, notamment en étant accompagné par notamment Solidatech et Infotep. Donc voilà, ce webinaire est une première brique que nous avons décidé de faire avec Infotep pour vous sensibiliser sur le RGPD. Il y a sûrement d'autres actions qui seront planifiées en 2018, d'ici la mise en vigueur de la loi jusqu'à la possibilité d'être conforme. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci également je remercie énormément Gérard pour son intervention de qualité. Et je vous dis à très bientôt. Donc, merci beaucoup et au revoir.